Scandale financier ICC Services au Bénin. Les avocats de l'ex-chef d'État Boni Yayi déplorent la manière dont la criette conduit le procès. Du soutien pour la Centrafrique, 2 avions de chasse français ont survolé Bambari, apportant un appui à la force de l'ONU. Puis en Argentine, des milliers de personnes manifestent à Buenos Aires. Elles protestent contre les nouvelles hausses des prix des services publics. Dimanche 13 janvier 2019, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a donné ce samedi le coup d'envoi de la campagne de son parti, le Congrès national africain ANC, pour les élections législatives du mois de mai. C'était devant des dizaines de milliers de partisans réunis à Durban. Voici les images. Le Congrès national africain ANC au pouvoir en Afrique du Sud a lancé ce samedi sa campagne pour les élections générales du mois de mai. À cette occasion, le président Cyril Ramaphosa a présenté le programme du parti devant des dizaines de milliers de partisans réunis dans le stade de football de Durban, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Un lieu stratégique pour l'ANC puisqu'elle est la 2e région la plus peuplée du pays et le berceau de Jacob Zuma, encore très influent au sein du parti. Certains susurrent même son nom pour revenir au Parlement. Aux commandes du pays depuis la fin officielle de l'apartheid il y a 25 ans, le mouvement de l'icône Nelson Mandela sort affaibli des 9 ans du règne de Jacob Zuma, marqué par une litanie de scandales de corruption. Lors des élections locales en 2016, l'ANC a pris une claque en perdant le contrôle de plusieurs municipalités emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. L'actuel chef de l'État Cyril Ramaphosa joue gros lors de ces élections. En cas de victoire de son parti aux législatives, il est assuré d'être reconduit à la tête du pays puisque le président sud-africain est élu par les députés. Les principaux adversaires de l'ANC aux élections seront une nouvelle fois l'Alliance démocratique et le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique. Je l'annonçais en titre au Bénin, les avocats conseils de l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi sont une fois encore montés au créneau. À la faveur d'un point de presse, ils ont déploré la manière dont la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET conduit le procès sur le scandale financier ICC Services et aussi le silence du tribunal au sujet de leur plainte relativement au dit dossier. Plainte déposée, rappelons-le, il y a 3 semaines. Plus de précisions avec maître Renaud Agbodjo et maître Claude Amégan, avocats respectivement au barreau du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une information est encore ouverte. Parce que, figurez-vous, depuis le 24 décembre 2018, que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du président du tribunal de première instance de Cotonou, nous n'avons aujourd'hui encore aucune suite. Aucune suite après quasiment 3 semaines d'attente. Pour quel motif, je ne saurais vous le dire. Nous regrettons que, après 3 semaines, une plainte qui a été engagée dans les règles de l'art, sinon en conformité avec le Code de procédure pénale, une plainte n'ait pas encore été traitée et orientée vers un cabinet d'instruction pour mieux aviser. Ce qui se passe dans ce dossier ICC, personnellement, en tant qu'avocat, membre d'un barreau de l'UEMORA, m'intrigue. Je suis un peu déçu. Je suis déçu d'autant plus que les magistrats de la CRIET n'ont pas la police de cette audience pour canaliser cette témoin. En principe, le magistrat siégeant doit pouvoir, en principe, avoir toujours la police de l'audience. Un dossier qui est instruit à la barre, où des témoins viennent faire des déclarations qu'ils n'ont pas eu à faire devant le juge d'instruction.
On ne pose pas de questions, on ne leur demande pas d'apporter des preuves. On les laisse déballer des contre-vérités à la justice et de surcroît dans un procès qui est médiatisé. En République démocratique du Congo, l'opposant congolais Martin Fayulu a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il proteste ainsi contre les résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier qui le donne deuxième derrière un autre opposant, Félix Tshisekedi. Des précisions à travers ce reportage. Il n'a toujours pas dit son dernier mot. Donné perdant, l'opposant congolais Martin Fayulu dénonce des fraudes massives dans les résultats communiqués. Dans son viseur, le président de la commission électorale CENI. Ce qui a été publié, je vous dis, ça a été fabriqué. Monsieur Nanga a violé la loi électorale. Convaincu de la supercherie, il a formalisé samedi le dépôt de son recours devant la haute juridiction, la Cour constitutionnelle. Ils ont prêté serment et ils doivent faire leur travail parce que c'est le peuple qui a posé l'acte. Le souverain primaire ici, c'est le peuple. Et donc, la Cour constitutionnelle a des comptes à rendre au peuple congolais. Les regards sont donc tournés vers la Cour constitutionnelle. Si certains doutent qu'elle puisse déclarer recevable le recours, d'autres craignent de la voir invalider les résultats de la présidentielle plutôt que de les corriger. Une décision qui de facto permettrait à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Mais en attendant la sentence, Martin Fayulu se voit plutôt dans la peau du président élu à près de 61% des voix. En RD Congo toujours, une mère Joséphine Ekoli, 28 ans, a donné naissance à un bébé en bonne santé après avoir survécu à Ebola. Les bébés de mères atteintes du virus naissent généralement déjà infectés et ne survivent pas. Pour l'OMS, il s'agit donc, pour le cas de Sylvana, d'une première depuis l'apparition du virus Ebola en RD Congo. Reportage. Fin décembre, une future maman était admise au centre de traitement d'Ebola à Béni, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La réponse à la crise avait pâti des violences frappant la région à l'aube de l'élection présidentielle. En dépit de cela, la jeune femme a été guérie et autorisée à sortir du centre. Le bébé est lui aussi contrôlé. Le 6 janvier, Sylvana naît. Depuis, elle a été testée 2 fois négativement à la maladie. Une situation exceptionnelle, même si les médecins restent aujourd'hui sur leur garde en raison de la période d'incubation de 21 jours de la maladie. Il faut faire attention. J'ai eu un bon accouchement. Je remercie Dieu d'avoir eu un accouchement en toute sécurité. Maintenant que j'ai récupéré, je n'ai plus de maladie et le bébé est né en bonne santé. Je suis très reconnaissante pour l'excellent travail de l'équipe. Les mères ne doivent pas avoir peur de mourir de maladies graves. Ils font du bon travail à l'hôpital et à la clinique. Je savais qu'ils suivaient des femmes qui semblaient être des survivantes d'Ebola et qui menaient encore une grossesse en bonne santé. C'était quelque chose d'inimaginable lors de la dernière épidémie. C'était vraiment passionnant de voir une femme donner naissance à un enfant après avoir survécu à Ebola. Selon l'OMS, 577 cas d'infection à virus Ebola et 377 décès ont été confirmés depuis l'annonce de la réapparition de l'épidémie en août dernier. Le taux de survie des enfants âgés d'1 an et moins est de 17% selon les données recueillies par Médecins sans frontières. Le taux de survie des femmes enceintes est d'environ 45%. Malgré cela, le vaccin expérimental contre le virus Ebola est actuellement refusé aux femmes enceintes ou allaitantes, les responsables de la santé du pays craignant que ce dernier ne cause des complications ou des bébés morts-nés. Une politique qualifiée d'absolument indéfendable par des experts de la santé cités par The Guardian. Ce journal se poursuit du soutien aérien pour la Centrafrique. 2 avions de chasse français venus du Tchad ont survolé Bambari, apportant un appui à la force de l'ONU. Cette dernière tente de reprendre le contrôle de cette ville du centre de la République centrafricaine en proie à des attaques d'un groupe rebelle. L'information a été révélée par l'armée française. Voici les précisions. 2 Mirage 2000 français ont effectué à Bambari un show of force, un passage à très basse altitude, a dit à l'agence France Presse
presse le porte-parole de l'état-major des armées françaises, le colonel Patrick Steiger. Il y a eu une opération au sol de la MINUSCA, la mission armée de l'ONU en Centrafrique, sur Bombari, pour en reprendre le contrôle, et nous avons apporté un appui aérien, précise le colonel Steiger. Depuis jeudi, cette ville de plus de 40 000 habitants est le théâtre d'attaques impliquant le groupe rebelle de l'Union pour la paix en Centrafrique UPC, d'Ali Daras. L'opération des casques bleus lancée jeudi a permis la destruction de moyens létaux et le démantèlement de barricades contrôlées par l'UPC, a indiqué un communiqué de la MINUSCA. De nouveaux combats ont eu lieu vendredi matin à Bombari, selon une source onusienne. Le gouvernement avait pourtant annoncé la veille sur les réseaux sociaux que la ville avait été libérée par les forces conjointes de l'armée centrafricaine et de la MINUSCA. Les affrontements à Bombari ont causé la mort de 2 policiers jeudi, selon le porte-parole du gouvernement centrafricain. L'ONG Médecins sans frontières, qui avait pris en charge 30 blessés par balle jeudi, a dit avoir admis 5 blessés supplémentaires à l'hôpital vendredi, dont un est décédé. Depuis la mai 2018, des membres de groupes armés tentent de revenir dans Bombari, ville considérée comme stratégique par sa position géographique et riche en ressources. L'intervention des avions français est relativement rare. Des milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires contre les nouvelles hausses de prix de services publics. Ces manifestations sont organisées par des syndicats, partis de gauche et mouvements sociaux. Voici les images des mouvements. L'Argentine crie son ras-le-bol face aux nouvelles augmentations des services publics. À l'appel des syndicats, partis de gauche et mouvements sociaux, ces manifestants dénoncent la gestion économique du pays. Nous ne manifestons pas seulement contre les hausses de prix, mais aussi parce que ces hausses sont une des nombreuses conséquences d'un modèle économique qui met les gens à genoux et permet aux entreprises qui sont proches du gouvernement de faire d'énormes profits. Essentiellement portés sur les transports, le gaz, l'électricité et l'eau courante, les augmentations annoncées oscillent entre 35 et 55% à Buenos Aires. Cela affecte les travailleurs, ceux qui travaillent beaucoup tous les jours. Ils vous donnent une augmentation de salaire, puis tout devient plus cher. Donc, c'est comme s'ils ne vous avaient rien donné. L'argent n'est pas suffisant, je vous dis. L'électricité, le gaz, le téléphone, tout revient plus cher. Les manifestants appellent à un projet de loi pour arrêter les augmentations. Ces dernières interviennent dans un contexte de récession caractérisé par une inflation élevée qui s'est accumulée à 43,9% entre janvier et novembre 2018. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. À très bientôt.